Nous avons parlé de l'apprentissage supervisé dans ce cours. Cet apprentissage demande des exemples d'entraînement annotés, c'est-à-dire des exemples avec la classe cible indiquée. C'est la famille d'algorithmes d'apprentissage très souvent utilisée. Mais il y a bien d'autres situations réelles qui demandent d'autres types d'algorithmes d'apprentissage. Et nous allons mentionner quelques-uns de ces techniques-là sans aller en détail technique. Une première situation différente est que nous avons seulement des données non annotées. Nous ne savons pas quelles sont les classes dans lesquelles on doit placer les données et nous n'avons pas d'exemples déjà classés. L'apprentissage dans cette situation est un apprentissage non supervisé. Évidemment, dans cette situation-là, on ne peut pas espérer obtenir le même résultat qu'avec un apprentissage supervisé. Ce qu'on peut obtenir est souvent un regroupement de données selon les similarités entre les données. Les données similaires sont placées dans le même groupe et les données non similaires, on va les placer dans les différents groupes. Ce type d'apprentissage est appelé le regroupement de données ou en anglais clustering. Les groupes qu'on va obtenir sont évidemment différentes des classes définies manuellement. Ce sont simplement des données regroupées selon certaines similarités. Ce regroupement peut être utilisé pour organiser une grande masse de données en groupes, ainsi de créer automatiquement une certaine structure dans les données. On peut espérer que ce groupe puisse correspondre en partie à des classes manuelles, mais ce n'est pas toujours sûr. Une deuxième situation différente, assez fréquente dans la pratique, c'est que nous avons relativement peu de données annotées dans notre domaine, mais il y a beaucoup d'autres données non annotées disponibles. On veut profiter des données annotées pour apprendre à classifier, mais aidé par les données non annotées. Ce type d'apprentissage est appelé semi-supervisé. La clé dans un apprentissage semi-supervisé, c'est de relier les données non annotées d'une certaine façon aux données déjà annotées, ou bien aux classes automatiquement. On peut par exemple entraîner un classificateur en utilisant des données annotées, et puis ensuite utiliser ces classificateurs pour classifier les données non annotées. Les données qui sont classifiées avec une grande certitude sont maintenant considérées comme des données relativement de bonne qualité et on va les ajouter dans les données annotées. Et avec cette donnée augmentée, on espère que le classificateur entraîné deviendra meilleur. Un autre type d'apprentissage est d'apprendre pendant l'utilisation de classificateurs. Une fois que le classificateur a pris une décision, on observe l'effet que ça va produire dans l'environnement. Si l'effet est positif, on renforce cette décision et si c'est négatif, on va faire des ajustements pour modifier le processus de prendre les décisions. C'est le scénario d'apprentissage par renforcement. Le modèle s'ajuste donc en fonction des feedbacks de l'environnement au fur et à mesure. Une autre situation fréquente est que nous avons très peu de données d'entraînement dans notre domaine cible, mais on a beaucoup de données d'entraînement dans un autre domaine similaire. On peut vouloir transférer le modèle appris de l'autre modèle à notre domaine cible. C'est appelé l'apprentissage par transfert. Quand on a très peu de données à noter dans un domaine cible, il est également possible d'utiliser des données générales non annotées pour faire une première passe, ce qu'on appelle pré-entraînement. Le modèle pré-entraîné vise à capter certaines régularités dans les données, ainsi d'arriver à une représentation automatique qui peut aider la tâche d'apprentissage par la suite dans notre domaine. Ce schéma de pré-entraînement suivi d'un raffinement, c'est-à-dire fine-tuning, qui essaye d'ajuster le modèle pré-entraîné, est souvent utilisé dans le traitement de langue naturelle. Dans un des exemples qu'on a présentés précédemment, nous avons évoqué le vecteur distributionnel ou embedding, en utilisant beaucoup de données, beaucoup de textes non annotés. C'est un exemple de pré-entraînement. Et le modèle pré-entraîné s'avère très utile dans beaucoup d'autres tâches par la suite. Nous avons donc un vaste ensemble d'algorithmes d'apprentissage automatique qui sont adaptés à des situations différentes.
En pratique, étant donné une tâche dans un contexte réel, il est important de choisir un algorithme approprié, mais avant de faire le choix, il faut d'abord réfléchir sur la question, est-ce que la tâche s'apprête à être traitée par un algorithme d'apprentissage automatique? C'est-à-dire, est-ce que l'algorithme d'apprentissage automatique peut aider dans cette tâche-là? Ce sont des questions que nous allons analyser dans la suite, c'est-à-dire de se poser la question, quels sont des aspects pratiques à considérer quand on décide d'aller utiliser un algorithme d'apprentissage automatique. Cette analyse sera présentée par Julian Crow, qui est un spécialiste d'application de l'intelligence artificielle dans le milieu bancaire. Il a une vaste expérience sur ces applications qu'il va partager avec nous dans les prochaines capsules